Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous France 24 RFI avec notre invitée aujourd'hui, Ramayad, bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente du Parti radical, donc avec Jean-Louis Borloo. Et à mes côtés, pour vous interroger, Valérie Gaz, bonjour, Bonjour. du service politique de RFI. Alors Ramayad, ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme, puis au sport, sur le perron des ministres de Matignon, vous détonniez à côté des tailleurs fluo de Roselyne Bachelot. Vous étiez la beauté noire et espiègle du gouvernement, l'une des étoiles filantes du sarkozysme, celle qui ose, qui cause et qui a fini, dans le fond, par agacer par son audace. Vous étiez l'une des rares à critiquer tout haut la visite du colonel Kadhafi, ce qui demandait à l'époque tout de même un certain courage lorsque tout le monde était sous le tapis. Mais à trop attirer la lumière, eh bien, vous avez récolté la foudre et vous avez été, en quelque sorte, un peu débarqué. Enfin, totalement même. Vous avez quitté le navire amiral UMP pour rejoindre la barque de Jean-Louis Borloo, qui était votre nouveau héros, mais le héros a calé et il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Il a buté devant l'obstacle. Alors j'imagine que ça a été une immense déception pour vous. Est-ce que c'est vrai que vous avez quitté l'UMP, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment quand même de vous être fait un peu avoir ? Non, c'est vrai que c'était une grande déception. Sur le coup, on se dit... Vous n'y attendiez pas, hein ? Non, parce que moi, on était nombreux à avoir pris un coup sur la tête, parce que au fond, il avait des choses à dire. Et d'ailleurs, il va toujours les dire. Mais quand on est candidat, la dimension n'est pas la même. La singularité dans l'espace public n'est pas la même. Donc, il avait des choses à dire. On avait travaillé un projet pendant des mois. C'est vrai... l'eau et des locaux, etc. Et là, quand il se retire comme ça, c'est vrai que c'est une grande déception. Mais en même temps, pour lui en avoir parlé, je ne peux que comprendre, parce qu'il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Est-ce que vous avez adhéré à son explication ? Il a justifié cette décision en disant il y a le risque Front National, je ne peux pas ajouter de la confusion à la confusion, alors que pendant des mois avant, il avait dit je serais peut-être le meilleur rempart contre la montée du Front National. Oui, j'ai préféré l'autre explication qui consiste à dire je n'ai pas réussi à fédérer autour de moi les centristes. Parce qu'effectivement, il y avait au sein de sa propre formation politique le Parti radical, et puis au-delà du côté des centristes, des élus, des grands élus qui étaient, eux, sensibles au discours de l'UMP, qui ne voulaient pas d'un candidat Borloo. Et l'UMP, quand elle ne veut pas, eh bien, elle s'est maniée la carotte et le bâton. Donc, voilà. le Front National, l'excuse du Front National, du risque FN, c'était pas pour vous la justification de cette décision ? Cette raison, c'était un argument de l'UMP pour décourager la candidature de Jean-Louis Borloo. Et nous avions combattu cet argument, parce que nous pensons que c'est de la restriction de l'offre politique que prospère le Front National. Plus il y a une offre politique diverse, moins il y a de raisons que les gens aillent vers le Front National, puisqu'ils sont représentés par les partis traditionnels dans leur pluralité. Donc, non, c'était une des raisons qu'il a invoquées, mais je crois que l'autre raison a bien plus pesé. Il y avait aussi une version officieuse qu'on n'a pas tellement entendue, mais qui a couru dans les milieux, on va dire, journalistico-parisiens. C'était quand même les pressions qu'il aurait eues, et voire même certaines menaces qui émanaient soit de l'Élysée, soit de l'entourage. Je n'en ai pas eu connaissance. Je crois vraiment qu'à partir du moment où il s'est engagé dans cette démarche de quitter le gouvernement, parce qu'il n'a pas été renvoyé, il a été il est parti. À partir du moment où il engage le Parti radical, qui depuis 2002 était associé à l'UMP, sur le chemin de l'indépendance, à 93% des troupes, où pendant des mois, il définit un projet. Écoutez, s'il y a eu pression, menaces, elles sont déjà exprimées. Et il a quand même tenu, et nous avons tous tenu. Moi, j'étais ambassadeur de France, j'ai quitté mes fonctions pour pouvoir accompagner ce mouvement. Donc, je ne crois pas. Peut-être que sur le coup, j'ai pu me faire cette réflexion tellement on était étonné de la soudaineté du retrait. Mais après coup, avec le recul, je me dis que ce n'est pas ça et que vraiment, il ne s'estimait pas en confiance, pas assez de troupes, quoi. Peut-être une question. On a vu Yves Jégo aussi, qui avait rejoint Jean-Louis Borloo, faire un petit peu machine arrière et revenir dans le giron de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous allez vous impliquer petit à petit, vous allez aider Nicolas Sarkozy pour la campagne, ou c'est pas encore décidé ? Moi, je garde ma ligne d'indépendance, de fidélité au Parti radical. Je partage l'opinion que nous avons exprimée depuis le début, comme quoi c'est pas une UMP réduite
à la droite de sa droite qui permettra à Nicolas Sarkozy de gagner. J'en suis convaincue. Ça ne marchera pas dans ces conditions. Donc, je préfère garder ma liberté, mon indépendance et puis l'originalité de nos idées qui sont fondées sur des idées républicaines, humanistes, sociales, écologiques. Nous avons des priorités, l'école, l'emploi. Pas seulement la lutte contre les déficits, la rigueur, mais aussi l'emploi. Et il faut faire preuve d'imagination. Jean-Louis Borloo ça a été un élu d'imagination, un ministre d'imagination qui est allé chercher des emplois, les créer à Valenciennes, des emplois verts, la rénovation urbaine. Donc, comme les partis n'ont plus d'idées, ils disent rigueur. Non. Donc vous voulez dire qu'il manque en quelque sorte dans la campagne. Hein. Ça manque. Il va bien falloir soutenir quelqu'un quand même pour le premier tour. Vous allez rester en dehors du jeu À l'heure d'aujourd'hui, on est comme 44% des Français qui ne savent pas pour quel candidat ils vont voter. Parce que, tous les candidats ne sont pas déclarés. Que ce soit, en tout cas les candidats de droite, d'accord, on est du centre. Nicolas Sarkozy n'est pas déclaré. Nous considérons la gauche comme des opposants, enfin les partis socialistes et toute la gauche comme des opposants politiques. Et nous voudrions justement avoir un candidat qui soit en capacité de battre la gauche. Parce que François Hollande n'a pas le costume pour être président, il n'est pas taillé pour ça. Moi, je suis profondément déçue par ce personnage qui a été élu au cours d'une primaire citoyenne par des tas de gens et qui n'est pas à la hauteur de la situation. Donc il faut épargner à la France un François Hollande. Alors, vous dites comme Accoyer qui dit que s'il est élu et qu'il fait son programme économique, il est dangereux pour la France. Non, c'est ça qui nous différencie de l'UMP, c'est-à-dire on n'emploie pas des mots comme ça. On est sur le fond, on est sur les idées, on n'est pas là dans l'invective, ça sert à rien. Les Français, vous savez, c'est pas des idiots, ils savent très bien qui fait quoi, qui propose quoi. Et là, en l'occurrence, ils proposent rien. C'est-à-dire qu'un matin, il nous dit je suis pour la suppression du quotient familial, l'après-midi, il nous dit finalement non. Il s'est pas décidé, il s'est pas tranché, il sait pas où il va. Il doit scoltiner tous les verts avec qui il a signé un accord en race campagne pour le lendemain dire finalement je peux pas parce qu'il s'est rendu compte que la place par exemple de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça se brade pas comme ça sur un coin de table avec Madame Duflot. Enfin, vous voyez, c'est ça Hollande, c'est fragile, c'est le hasard, c'est un coup de dé, quoi. Alors voilà. Qui vous alors la droite et le centre. Ils se sont pas tous déclarés. Nicolas Sarkozy, François Bayrou au centre qui est déclaré et qui occupe une place importante, qui est déjà dans le jeu. Il occupe une place. Est-ce que ça vous paraît être un candidat potentiellement Ne me faites pas soutenir regretter le retrait de Jean-Louis Borloo encore. C'est-à-dire si soudainement François Bayrou est passé de 7% à 14%, c'est bien qu'il a récupéré les 7 points de Jean-Louis Borloo. Voilà ce qui s'est passé. Et donc ça n'a pas été simultané quand même. Le retrait de Jean-Louis Borloo et la montée de François Bayrou. Donc ça s'est fait, parce que nous étions convaincus que les gens qui soutenaient Jean-Louis Borloo n'étaient pas des gens qui auraient voté, qui votaient forcément Nicolas Sarkozy. Et donc on allait chercher ça en plus pour la majorité. Et ça, l'UMP ne l'a pas compris. Et elle a fait monter d'ailleurs, pour une part, François Bayrou, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas ouvrir le Figaro sans voir que François Bayrou était le meilleur. Et juste parce qu'il fallait démontrer que le vrai centre, c'était lui. Moi, je ne suis pas centriste. C'est le candidat de l'UMP pour vous, c'est le centriste que l'UMP a choisi dans cette campagne présidentielle. À ce moment-là, au moment où Jean-Louis Borloo devait être découragé, c'est vrai que François Bayrou a été fortement mis en avant par les journaux qui défendent le point de vue systématiquement de l'UMP. C'est dommage, parce que résultat, peut-être que la créature, elle va échapper à son créateur, qui sait. Mais c'est regrettable. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Morin n'en a pas profité, puisque selon une blague de son collègue, il est à 0%, mais 0% dans le fromage blanc, c'est bien, dans les sondages, c'est mauvais. Visiblement, ça ne se passe pas très bien pour Morin. Vous pensez que Hervé Morin, est-ce que vous pensez qu'il doit se retirer et que sa candidature a-t-elle un sens? À lui de réfléchir. C'est vrai que moi, je ne fais pas partie de ceux qui dénigrent Hervé Morin sur le thème. Il a 0%, donc il ne faut pas qu'il soit candidat. Il est président d'un parti, le Nouveau Centre, qui existe depuis 2007. Et donc, il est légitime, en tant que président d'un parti, qui est un parti d'élus, de militants, à se présenter pour manifester la singularité de ses idées. C'est tout à fait normal. Le Nouveau Centre, ce n'est pas l'UMP. Et il y a des différences sur l'Europe, sur la mise en avant des initiatives individuelles, la société civile, il y a des racines démocrates chrétiennes ici qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a une originalité du Nouveau Centre. Donc, il est légitime à être candidat. Je ne fais pas partie de ceux qui critiquent, surtout que Jean-Louis Borloo était candidat aussi pour les mêmes motifs. Néanmoins, c'est à lui de juger, d'apprécier. Mais vous attendez quoi pour faire, comme le disait Valérie, il y a François Bayrou comme offre à droite. Bon, Nicolas Sarkozy, vous réfléchissez visiblement d'attendre son programme. Parce que nous aussi, on a un programme. Et Villepin, alors, par exemple?
C'est votre genre de beauté? Mon genre de beauté. Politique, évidemment. Oui. Dominique Villepin, je ne le connais pas. Pas plus d'ailleurs que François Bayrou. Ce sont des candidats que je ne connais pas du tout sur un plan personnel. Je trouve qu'ils sont très moi. On sent, ça manque de générosité. On sent qu'ils font ça pour d'autres raisons que la France. Du candidat à la présidentielle qui a besoin d'un ego un peu surdimensionné pour s'affirmer? À ce point-là, je ne suis pas sûre. Plus que Nicolas Sarkozy? Parce que ce qui me gêne un petit peu, et sans le connaître, et en respectant l'homme, et surtout l'homme des Nations Unies, cette France qui dit non, à laquelle moi j'adhère à 100%, je respecte tout ça. Simplement, on a le sentiment, c'est un peu gênant, que Dominique de Villepin, il est candidat parce qu'il a une revanche à prendre, il est dans une espèce de combat personnel avec Nicolas Sarkozy, et qui moi, me concerne pas. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas très encourageant. Quant à François Bayrou, je ne connais pas plus. Il appartient à une famille politique qui est la démocratie chrétienne, qui n'est pas la mienne culturellement. Ouais. Le parti radical auquel j'appartiens, c'est plus l'affirmation de la laïcité. C'est un parti qui a inventé la laïcité, la loi de 1905 en France. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un des plus grands défenseurs de la laïcité, malgré... Ah, pardon, mais moi, je n'ai jamais connu François Bayrou autrement comme citoyenne qu'un homme de la démocratie chrétienne et un homme de droite. On a senti que c'était pas... Donc, Villepin, c'est pas forcément... Moi, c'est comme beaucoup de Français, je me dis, bon, tout ça, là, c'est pas génialissime, en fait. Non. Et le niveau de la campagne n'est pas génialissime non plus. Est-ce que les annonces de Nicolas Sarkozy, à la fois sur la taxe sur les transactions financières, l'annonce du sommet social qui semble avoir fait énormément plaisir à Jean-Louis Borloo, qui aurait été un petit peu associé à cette démarche, est-ce que ça va vous convaincre justement d'apporter votre soutien à Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est un élément dans le cheminement? Premier élément dans le cheminement, que l'UMP cesse sa droitisation. Moi, je ne peux pas. Est-ce que pour vous, c'est un indicateur d'un virage social, justement, ça? Alors, il y a le social et il y a la droitisation. La droitisation, c'est quand on a entendu dire pendant des mois des choses absolument, moi, que je trouve probablement blessantes, qui ne ressemblent pas d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, notamment à celui de 2007. Quand on entend dire que les Français ne se sentent pas chez eux, que les enfants d'immigrés sont responsables de l'échec scolaire, un débat sur l'islam qui stigmatise les musulmans, alors que cela n'avait rien demandé. Tout ça, moi, ça m'a profondément heurté. Je ne me suis pas reconnue et c'est pour ça que j'ai pris mes affaires et que... ça c'est un premier problème. Donc quand on cessera ces petites phrases qui n'apportent rien, vous savez, c'est De Gaulle qui disait toujours aux épreuves du pays, il ne faut pas rajouter la division des Français. Ça c'est la première chose. Donc que ça cesse, c'est pas beaucoup en demander. D'autre part, sur le virage social, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'UMP, ce sommet social, ce que j'attends, c'est qu'enfin on parle d'emploi, parce que ça fait quand même des mois qu'on nous parle de la crise et donc qu'il faut serrer la ceinture des Français. Moi je trouve que le serrage permanent de ceinture, ça fait pas une vision. Ça ne crée pas de l'espérance. Les Français ont beaucoup souffert. La moitié ne sont pas allés en vacances à cause des problèmes d'argent. Le taux de chômage a augmenté de manière vraiment forte ces derniers mois. Qu'est-ce que vous voulez serrer de plus ? Ils sont déjà vraiment mal en point. Donc, de ce fait, il faut travailler. Travailler à quoi? À l'emploi. Ça, c'est absolument indispensable. Pas seulement en France, mais aussi au niveau européen. La politique de change est absolument indispensable. Le choix de suivre l'Allemagne dans la lutte contre l'inflation a conduit à sacrifier une bonne partie de la croissance européenne, qui est l'une des plus faibles du monde, qui est la plus faible du monde ces 15 dernières années. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la jeunesse. La jeunesse est absolument indispensable. On ne peut pas avoir une jeunesse française qui connaît 25% de taux de chômage. On ne peut pas avoir 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, sans formation. L'angoisse profonde de la société française, c'est là. La priorité, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. 2, l'école, l'éducation, parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Une école qui jette chaque année 150 000 jeunes sur le marché du travail sans diplôme, sans formation, c'est pas possible. Ça, c'est un deuxième souci. Troisièmement, la laïcité, l'affirmation des principes de la laïcité, c'est très important. On ne peut pas avoir laissé échapper ce concept si fondamental pour la nation française à l'extrême droite. C'est Marine Le Pen qui parle de la laïcité, mais on rêve. Qu'ont fait donc les partis républicains? Justement, quand Eva Joly, donc la candidate de Europe Écologie Les Verts, propose un jour férié pour les musulmans de l'Aïd Kébir, de la fête de l'Aïd Kébir et Kippour. Est-ce que c'est une proposition qui fait partie faut vraiment qu'Eva Joly qui est en accord avec la Il faut vraiment qu'Eva Joly arrête sa campagne, parce que là, c'est plus possible. Je veux dire, les musulmans, les juifs, est-ce que vous les voyez manifester dans les rues de France demandant ce jour férié? Ils n'ont rien demandé. Moi, je suis... musulmane aussi, je n'ai jamais même pensé à ça. Donc on ne demande pas à Madame Joly de faire notre bonheur malgré nous. Qu'elle laisse les musulmans, les juifs là où ils sont. Et qu'on arrête surtout de communautariser le débat.
Je veux dire, il n'y a que des Français. Je ne vois pas de musulmans, de juifs ou de je ne sais quoi. Je vois des Français qui sont unis par un concept qui est celui de la laïcité, qui est le ciment de notre société. Qu'est-ce que c'est que cette manière qu'on a systématiquement de diviser les gens? C'est quand même... Enfin, on n'a rien demandé, c'est comme le vote des étrangers, on n'a rien demandé. National, justement. Il y avait un sondage aujourd'hui qui disait que 31% des personnes interrogées adhéraient aux idées du Front National. Qu'est-ce que ça vous inspire sur l'état de la société dans cette campagne? Quand Eva Joly, représentante d'une formation politique qui n'est maintenant plus vraiment négligeable, les Verts, fait une telle proposition, eh bien la conséquence, c'est aussi que les gens se disent, finalement, la laïcité, elle n'est plus défendue par les partis qui devraient la défendre. Et que fait l'extrême droite? Eh bien, une OPA sur ce concept tellement précieux, tellement fondamental. C'est ce qui s'est passé avec les prières de rue. C'est Marine Le Pen qui a soulevé ce sujet. Alors que les musulmans n'ont pas envie de prier dans la rue, ils ont envie de prier dans une mosquée ou dans une salle de prière. Et donc, on a fait une erreur. C'est-à-dire qu'à force de lâcheté, la République abdique sur une laïcité combattante et conduit à faire monter les extrêmes. C'est pas le talent de Marine Le Pen qui fait que 31% des Français se retrouvent en elle. C'est l'impuissance et l'incapacité des partis traditionnels. Et ça, je le regrette. Oui, mais est-ce qu'il y a un vote Front National qui s'est décomplexé aujourd'hui? Oui, parce que je crois, parce que c'est ce que j'avais dit en partant de l'UMP. J'avais expliqué que l'UMP n'avait pas compris que le succès de ces idées-là n'était pas lié au pointage du doigt des immigrés. Marine Le Pen a pris un tournant social. Elle parle aux déclassés, elle parle aux invisibles, elle parle aux sans-grades. Ceux-là à qui nous n'aurions jamais dû cesser de parler. Ouais. C'est ça le virage social de Marine Le Pen. Elle parle de l'autorité de l'État. Son père était beaucoup plus libéral que ça. Et donc, l'UMP n'a pas compris. Elle a focalisé sur les immigrés, alors qu'il fallait focaliser sur la France entière. Immigrés compris, ce n'était pas le problème. Donc, aujourd'hui, écoutez, on récolte ce qu'on a semé. Voilà. Peut-être une question, Valérie. Vous souhaitiez parler au Sénégal. Vous avez un lien particulier avec le Sénégal. Comment vous voyez la campagne électorale qui s'engage là-bas et la candidature de Youssou N'Dour? J'ai assez à faire avec mes propres campagnes, vous savez, pour pas aller me chercher des ennuis sur la campagne sénégalaise. Et surtout que les Sénégalais, ils ont une culture politique assez extraordinaire. Ce qui me frappe, c'est que c'est un pays profondément démocratique. Déjà, c'est la première chose. On a souvent dit exception africaine, expression que j'ai toujours trouvée assez méprisante d'ailleurs. Mais c'est quand même la fierté du Sénégal d'avoir une culture démocratique aussi forte. Impulsé par Senghor, puis Diouf, qui a su se retirer sans bruit, au profit de son principal opposant politique, Ouad. Et oui, j'aimerais beaucoup que le Sénégal continue sur ce chemin démocratique qu'on lui connaît et qui fait sa renommée et son orgueil aussi. Mais alors, on peut dire que le chanteur, c'est une forme, c'est folklorique, le fait qu'il c'est un moment historique pour le Sénégal. C'est comme si nous, Yannick Noah se présentait... Youssou N'Dour, c'est Yannick Noah x10. Donc vous imaginez ce que c'est. Au Sénégal, c'est un monument. Moi, c'est le chanteur de mon enfance. C'est une star mondiale, mais... Si Youssou N'Dour qui se présente avec son présidentiel, c'est du lourd. Maintenant, bon... Est-ce que c'est du lourd en politique? C'est un artiste, un homme engagé. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a su réinvestir tout ce qu'il a gagné en Afrique même. Il n'a pas taillé la route. Il est resté pour investir dans son pays. Maintenant, en tant qu'homme politique, j'avoue que j'ai été un peu surprise parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer. Je n'avais pas soupçonné cela. Mais pourquoi pas? Je pense qu'il veut remuer le cocotier. Je pense qu'il veut jouer un rôle de vigie. Il a l'autorité pour ça. Très bien, Youssou N'Dour qui va secouer le cocotier, dixit Ramayad. Eh bien, merci Valérie. Merci. On arrive au terme du rendez-vous RFI avec RFI France 24. Tout de suite les infos, mais on se retrouve, restez avec nous, pour parler sur un ton un petit peu intimiste dans l'aparté avec Ramayad. À tout de suite.